Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire d'un jeune homme iranien qui était à la recherche de sécurité et de liberté, visant un exil en Turquie. Ali était gay, et être membre de la communauté LGBT en Iran est une tâche bien plus difficile que beaucoup ne peuvent l'imaginer. Après avoir subi des représailles de la part de connaissances et même de membres de sa propre famille, il savait qu'il devait fuir tout cela au plus vite. Mais malheureusement, quelques jours avant son voyage, Ali a été enlevé, emmené dans une zone isolée et décapité sous un arbre. Aujourd'hui, vous allez découvrir le triste cas d'Ali Fazeli Monfared. Ceci est un script adapté de la chaîne Gisèle Yud, une chaîne dédiée à raconter des affaires survenues principalement en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, impliquant notamment des crimes d'honneur. Donc pour ceux qui aiment ce type de contenu, je vous invite à découvrir sa chaîne, le lien est ici dans la description. Ali Fazeli Monfared est né le 2 janvier 2001 à Ahwaz, en Iran. Fils unique du premier mariage de ses parents, il a ensuite eu des frères et sœurs plus jeunes. Lorsque son père s'est marié une seconde fois, il vivait avec sa mère, mais il gardait un contact régulier avec son père et ses frères et sœurs. Les amis d'Ali le décrivent comme une personne très joyeuse, pleine d'énergie et appréciée de beaucoup, un jeune homme qui montrait vraiment qu'il était plein de vie. Il adorait les piercings, le maquillage et la mode. Et sur son compte Instagram, qui est encore actif aujourd'hui, on peut voir de nombreuses photos et vidéos des looks qu'il présentait. D'après ce que beaucoup disent, il a toujours voulu grandir sur les réseaux sociaux et, par la suite, travailler dans la mode et le maquillage. Mais malgré le grand soutien de ses amis et surtout de sa mère et de son père, d'autres personnes ne voulaient peut-être pas qu'Ali réalise ses rêves. Simplement parce qu'il était gay, être homosexuel en Iran est bien plus compliqué qu'on ne peut l'imaginer, même s'il existe une communauté LGBT dans le pays. La grande majorité d'entre eux se cachent publiquement, non seulement par manque de soutien familial, mais surtout à cause du risque élevé d'être tués dans la rue, simplement parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Il convient de souligner qu'entre Ali et ses parents, il n'y a jamais eu de conversation claire où il a affirmé être gay. Mais il n'a jamais été empêché par eux de faire tout ce qu'il voulait. Il n'a pas été réprimé par ses parents, mais par certaines autres personnes de sa propre famille. Oui, comme des cousins et un de ses frères. Ce frère d'Ali, qui est le premier fils du deuxième mariage de son père, semblait vivre pour rendre la vie du garçon infernale. Ils se plaignaient toujours à leur père de la façon dont son frère s'habillait, de son comportement en public, disant que son frère aîné, au lieu de donner un exemple à suivre, estava desonrando a família. Le père, tout en essayant de montrer qu'il allait faire quelque chose à ce sujet, au fond, n'en avait rien à faire. Il aimait son fils et ne voulait que son bonheur. Mais en même temps, il n'allait pas à l'encontre des arguments de ce fils cadet, justement pour ne pas montrer qu'il s'en fichait. Cette question est un sujet très délicat dans le pays. Et au fur et à mesure que je raconterai l'affaire, j'expliquerai mieux ce problème en 2016. À 18 ans, Ali est entré dans un groupe Telegram d'Iraniens, membres de la communauté LGBT. Telegram est plus sûr car les données personnelles n'apparaissent pas. Donc, même si c'était un grand groupe, il était en quelque sorte secret. Là-bas, tout le monde parlait des droits civils, s'entraidait pour le soutien émotionnel, et c'est dans ce groupe qu'Ali a rencontré Agil. Abiat est également iranien, mais il vivait en Turquie parce qu'il avait réussi à entrer dans le pays en tant que réfugié, ce qui est très courant dans les pays autour de l'Europe et de l'Asie. Bien que la Turquie ne soit pas encore le pays idéal pour les membres de la communauté, ils y bénéficient d'une plus grande acceptation de la part de la famille et de la population en général qu'en Iran. Et pour un membre de la communauté, vivre en Turquie, surtout dans les grandes villes comme Istanbul, n'est pas aussi dangereux que dans d'autres pays du Moyen-Orient. En Iran, il existe un département spécial de la police appelé la police des mœurs. Ce sont des policiers chargés de surveiller le respect des normes islamiques de conduite publique, en particulier en ce qui concerne le comportement, l'habillement et la conduite de genre. Par exemple, ils surveillant le port du hijab, le voile islamique. Par les femmes, celles portent des vêtements modestes, couvrant correctement leurs cheveux.
Ils vérifient aussi les comportements qui pourraient être considérés comme trop occidentaux ou immoraux, comme un maquillage excessif ou des vêtements inappropriés. Les hommes et les femmes qui sortent dans la rue avec des vêtements que la police ne considère pas comme appropriés à leur genre peuvent être arrêtés et punis par la loi. Ils vérifient si les danses en public respectent les bonnes mœurs et peuvent également réprimander les interactions publiques entre hommes et femmes, comme certaines caresses et baisers. Imaginez alors ce qui arrive aux membres de la communauté LGBT. Les punitions policières sont des plus diverses. Ils subissent du harcèlement psychologique, sont arrêtés, battus, torturés. Et parfois, les personnes détenues sont contraintes de signer des documents dans lesquels elles reconnaissent cette mauvaise conduite qui les a menées en prison et s'engagent à améliorer leur comportement, tout en étant conscientes qu'en cas de récidive, les punitions pourraient en être bien plus sévères, pouvant aller jusqu'à la peine de mort dans certains cas. Mais alors, pour revenir à l'histoire d'Ali, après avoir rencontré Abiad dans ce groupe et après des mois de discussion, il a commencé à entrevoir les possibilités d'une vie meilleure en dehors de l'Iran. Abiad a quitté le pays à cause de tous ses problèmes. Il vivait déjà en Turquie depuis quelques années. Il travaillait et menait une vie plus confortable. Et là, il a commencé à penser qu'il pourrait faire la même chose. Avec le temps, ces conversations entre eux ont pris un ton plus romantique, et ainsi, ils ont commencé une relation amoureuse virtuelle. Abiad est donc devenu le premier petit ami d'Ali, même si c'était virtuellement. Et il était très heureux avec cela et avec l'espoir d'un avenir possible en Turquie. Selon ce qu'Abiad raconte, Ali ne subissait pas seulement des préjugés verbaux de la part de son frère et de ses cousins, ils allaient jusqu'à le frapper parfois. Il a également raconté que, à partir de son propre réseau social, Ali a eu des problèmes dans le pays, car en août 2020, il a même été arrêté à cause des contenus publiés. Ali. Il a été emprisonné pendant quelques jours, mais ce qui lui est arrivé à l'intérieur du commissariat, Abiad préfère ne pas en parler pour ne pas se compromettre. Mais très probablement, Ali a dû subir toutes sortes d'abus possibles de la part des forces de police. Et pour aggraver la situation, il est rentré chez lui. Après cette arrestation, son frère et quelques cousins sont venus chez lui pour le frapper, mais il a reçu l'aide de sa mère pour se cacher et appeler les voisins. Plus le temps passait et plus des choses comme ça arrivaient, plus Ali voulait quitter le pays le plus vite possible. Ainsi, il a planifié une fuite d'Iran qui devait avoir lieu le 8 mai 2021. Cependant, son objectif n'a pas pu être réalisé. Car seulement 4 jours avant, le 4 mai, Ali, sans s'en rendre compte, est tombé dans un piège et a été exécuté. Le plan d'Ali était d'aller en Turquie pour chercher refuge et exil, et il allait vivre avec Abiad. Lui, de son côté, voulait encore aller dans un autre pays d'Europe à l'avenir, et si Ali était encore avec lui, ils pourraient en tous les deux s'aventurer dans une nouvelle vie ensemble. Tout semblait prometteur. En mars, Ali a donc commencé les préparatifs pour ce départ d'Iran. Et pour cela, il devait passer par 2 étapes qu'il n'avait pas encore résolues. L'obtention du passeport, ce qui était une tâche facile. Mais pour cela, il devait prouver son temps de service dans l'armée nationale, ou ce que nous connaissons comme le service militaire. Et c'est ici qu'entre en jeu la 2e étape, la plus compliquée du processus, et qui serait, selon certains, la raison de l'exécution du crime. Les membres LGBT servant dans l'armée rencontrent de nombreuses difficultés tout au long de leur service militaire. Beaucoup racontent que la situation à l'intérieur du bataillon est faite de purs préjugés, d'humiliation et d'abus. Les soldats eux-mêmes harcèlent, pratiquent le harcèlement moral et, dans certains cas, vont jusqu'à violer ces jeunes hommes. Cependant, une loi a été créée permettant aux homosexuels de ne pas avoir à servir dans l'armée s'ils déclarent leur homosexualité. Pour cela, ils doivent prouver qui ils sont. Et pendant toutes ces étapes, on se rend compte que les droits humains sont loin d'être respectés là-bas. Quiconque souhaite être exempté de l'obligation du service militaire doit laisser dans les archives nationales des éléments prouvant son homosexualité, comme des photos personnelles ou des vidéos.
Il y a un entretien avec des professionnels de la santé mentale qui posent des questions complètement inutiles, comme « Avec combien de garçons avez-vous déjà eu des relations ? Quelle a été votre position lors de l'acte sexuel ? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en groupe ?» Il existe encore certains cas, manifestement des abus, où certains inspecteurs procèdent à un type d'examen physique. Ils insèrent des objets dans les garçons pour voir si la pénétration se fait facilement ou non, s'ils se plaignent de douleur ou non, s'ils sont excités ou non. C'est ridicule. Et qu'il soit clair que cela ne se produit pas dans tous les postes du pays. Cela dépend de la volonté, de l'abus d'autorité de chaque agent, et cela dépend beaucoup de la chance, ou dans ce cas, de la malchance de la personne qui est évaluée. Mais que cela arrive, c'est un fait. Au final, celui qui finit par passer par tout cela et qui est dispensé de l'enrôlement grâce à ce recours, finit par conséquent par entrer dans une clause de la loi, qui les qualifie comme porteurs de troubles mentaux. La possibilité d'humiliation est énorme. L'inconfort et la honte que ces garçons ressentent sont presque incommensurables. Mais si l'on considère qu'ils éviteront de servir dans l'armée, où ils seraient torturés et violés à l'intérieur du bataillon, cela finit par être, disons, moins traumatisant. Il existe un film basé sur des faits réels, intitulé Zenny Dancer, sorti en 2012, qui illustre tout ce que je viens d'expliquer. Dans ce film, le personnage Ahmet Yildiz apporte à l'armée des photos personnelles pour qu'elles soient conservées dans les archives du gouvernement. Mais lorsque sa famille en a découvert qu'il avait participé à ce processus, son propre père l'a tué. Pour préserver l'honneur de la famille, d'ailleurs, je vous raconterai bientôt l'histoire complète d'Ahmet. Même avec toute cette humiliation, Ali a décidé de tout endurer. C'est parce qu'en plus de la peur de servir dans l'armée, il avait besoin de la lettre de dispense pour obtenir son passeport. Ainsi, il a attendu la réponse de l'analyse nationale qui arriverait par une lettre envoyée par la poste le 2 mai 2021. En rentrant chez lui, il voit la lettre sur la table, mais en prenant l'enveloppe, il remarque que le rabat qui ferme le papier semblait avoir été ouvert puis refermé. Malgré cela, il l'ouvre, lit la notification et est très content de l'officialisation de la dispense militaire, mais il reste intrigué par le fait que la lettre ait été ouverte. Il ne croyait pas que sa mère aurait pu faire cela, car elle n'avait jamais rien fait de semblable, mais en même temps, il ne savait pas qui aurait pu le faire. Alors il appelle son petit ami et lui raconte, tout excité, que le plan pour s'enfuir allait marcher. Et que, dans les jours suivants, il allait faire son passeport et acheter le billet de train. Pour le 8 mai, presque une semaine plus tard, il avait besoin d'un petit délai pour régler quelques autres choses, mais malheureusement, c'est ce délai qu'il s'est accordé qui a finalement donné plus de temps à ceux qui organisaient ce qu'il prévoyait de lui faire. Comme je l'ai dit précédemment, Ali ne s'est jamais déclaré homosexuel auprès de personne dans la famille. Même si c'était quelque chose d'évident, une conversation n'a jamais été officialisée. Et ce document, au final, officialisait légalement qu'il était gay, à travers les preuves qu'il avait lui-même remises au gouvernement. Et le plus triste dans tout cela, c'est qu'on a découvert par la suite qui avait ouvert l'enveloppe, son propre frère. Par une malheureuse coïncidence, le frère d'Ali était passé chez lui pour déposer quelque chose. Et en entrant et en voyant l'enveloppe de l'armée, il l'a ouverte et a lu tout le contenu. Très probablement, il s'est dit « Ah, donc il est vraiment gay, il va à l'encontre des bonnes mœurs et déshonore notre famille. » Alors, dans le but de laver cet honneur, c'est ce frère qui a signé la sentence de mort. Le 4 mai 2021, 2 jours après l'arrivée de la lettre de l'armée, Ali est sorti pour régler quelques affaires. Ce jour-là, il devait acheter un billet de train. Faire le test Covid, qui à cette époque de pandémie était exigé pour que tout le monde puisse voyager, et vendre un de ses téléphones portables. Vers 17h, sa mère l'appelle pour savoir si tout allait bien, s'il allait mettre plus de temps à rentrer. Et Ali a dit qu'il devait juste passer dans un magasin connu de la région pour l'achat et la vente de téléphones portables, mais qu'il rentrerait à la maison juste après. Quand Ali est dans le magasin, son frère arrive en voiture avec 2 jeunes hommes et lui dit que leur père a besoin de lui parler d'urgence. Inquiet, Ali monte dans la voiture. On ignore comment ce cousin savait que le jeune homme serait dans ce magasin. Cela reste encore un mystère.
Beaucoup pensent qu'il était suivi, mais c'est un peu étrange qu'il ait été suivi toute la journée et qu'on ne l'ait abordé qu'à la fin de la journée. Mais enfin, il reviendrait à l'enquête de déterminer comment cela s'est produit. Les 2 jeunes hommes dans cette voiture étaient les cousins d'Ali, donc ils partent de là, et c'est la dernière fois que le jeune homme a été vu vivant. La mère d'Ali, qui était à la maison, s'est inquiétée. Vers 8 heures du soir, comme son fils n'était toujours pas rentré, elle appelait, mais le numéro était toujours éteint. Alors elle est allée au magasin qui était sur le point de fermer, et en arrivant, elle a demandé aux employés s'ils avaient vu son fils en leur montrant une photo de lui sur son téléphone. L'un des employés a dit qu'il était bien dans le magasin vers 5 heures de l'après-midi, mais qu'il est parti précipitamment après l'arrivée d'un garçon qui lui a dit « Notre père a besoin de te parler ». À ce moment-là, elle appelle son ex-mari qui lui dit qu'il n'a rien demandé à leur fils et que le garçon n'est pas venu chez lui. Elle rentre donc chez elle, inquiète, et attend que son fils arrive car, ne sachant pas où il était et n'arrivant pas à le joindre, c'était la seule chose que cette dame pouvait faire. Les nouvelles concernant son fils sont arrivées par un appel passé au milieu de la nuit par le propre frère d'Ali qui lui a dit ce qui suit. « On a déjà réglé le problème de ton fils PD. » C'est exactement comme ça qu'il a parlé. Et il a même ajouté que, si elle voulait enterrer son fils, elle n'avait qu'à aller chercher les morceaux à telle adresse. Juste après que la mère ait reçu cet appel, elle a commencé à se sentir très mal, au point de demander à un voisin de l'emmener à l'hôpital. Là-bas, en larmes, elle parle avec les infirmières qui ont immédiatement appelé les policiers. Les officiers ont recueilli sa déposition, noté l'adresse que le beau-fils avait donnée et se sont rendus sur place pour vérifier si tout cela était vrai, et oui. En arrivant sur les lieux, ils trouvent le corps d'Ali, qui n'avait que 20 ans à l'époque, décapité sous un arbre. Lorsque de tels cas se produisent, ils sont généralement étouffés par les médias, ce qui est considéré comme un crime d'honneur, ce qui n'en reste pas moins un crime, et les responsables doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Il semble que la culture atténue la situation et pour cette raison, beaucoup de ces cas finissent par être oubliés, voire inconnus. Mais même si les médias n'en parlent pas, le sujet a été évoqué de manière informelle, à travers des groupes. Et c'est ainsi que le sujet est arrivé dans ce groupe Telegram, comme un membre de plus de la communauté assassinée dans le pays. Mais au début, sans que personne ne sache qui était la victime. Et, rappelons-le, Abiat était dans ce groupe. Il ne s'est rendu compte que cette victime était son petit ami que le 4 après être resté 2 jours sans réussir à le contacter. Et en lisant dans un journal turc que la victime tuée en Iran s'appelait Ali Fazeli Monfared. Et le sujet est arrivé là-bas grâce à la force de la communauté LGBT d'Iran qui diffusait sur Internet tout ce qu'ils apprenaient dans le but de réclamer justice. Abiat va même jusqu'à appeler la mère d'Ali. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais ils se connaissaient déjà. Ali ne l'avait pas présenté comme son petit ami, mais comme un grand ami. Et quand les deux se parlaient au téléphone, par vidéo ou par appel, la mère d'Ali disait toujours bonjour et échangeait quelques mots rapidement avec lui. Alors, il l'appelle sans croire ce qu'il lisait dans les articles, et elle confirme que tout était vrai. Il convient de souligner que pratiquement tous les détails que nous avons sur cette affaire viennent principalement d'Abia, qui est toujours resté en contact avec la famille d'Ali, car les journaux iraniens ont pratiquement ignoré le sujet. Et je veux aussi souligner une autre chose très importante. J'ai déjà présenté ici sur la chaîne l'affaire de Jassi, dont la mère et plusieurs oncles ont ordonné qu'on lui coupe la tête, simplement parce qu'elle s'était mariée avec quelqu'un que la famille n'approuvait pas. Ils étaient un 7 hommes à exécuter le crime. Un autre cas est celui de Tinaïsa, dont le propre père et la propre mère lui ont ôté la vie simplement parce qu'elle était amoureuse d'un jeune homme noir. Je mets les liens de ces affaires en description. Ces crimes d'honneur se produisent souvent parce que toute la famille veut ôter la vie à celui qui apporte ce déshonneur, mais le cas d'Ali était complètement différent. Sa mère était toujours présente, une tante aussi était très présente dans la vie familiale. Et le père lui-même, qui, comme je l'ai dit auparavant, aimait aussi son fils, n'a jamais envisagé cette possibilité.
La haine est venue uniquement et exclusivement de la part du frère et de 2 cousins. Ces criminels n'ont jamais eu leur nom révélé jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui ne les révèlent pas en ont très peur. Ils se sont enfuis, laissant leur famille derrière eux, et sont partis à travers le monde, sachant que l'un d'eux avait même des enfants. Une semaine s'est écoulée, et l'affaire a commencé à être oubliée par la police locale. C'est alors que la communauté LGBT d'Iran a commencé à manifester, diffusant l'histoire et réclamant justice. Ainsi, le 18 mai, 2 semaines après le crime, la police a commencé à enquêter plus en profondeur sur l'affaire. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils se sont rendus sur les lieux du crime avec une équipe médico-légale. Après cela, il y a eu une confusion d'informations, car certaines sources ont annoncé que la police avait arrêté les 3 criminels. Mais d'autres ont dit qu'en réalité, ils avaient annoncé une arrestation seulement pour calmer les esprits, mais qu'en fait, cela n'était jamais arrivé. Ils ont même dit aussi qu'ils avaient bien été arrêtés, mais que les 3 avaient réussi à s'évader de prison avec l'aide de certains agents qui soutenaient ce qu'ils avaient en fait. Et d'autres, ce que je crois le plus, ont dit qu'en réalité, ils n'ont jamais été arrêtés. Et je sais que je dis ces choses, mais je vous demande de ne pas généraliser. Malgré tous les préjugés du pays, il y a beaucoup de personnes, comme les propres parents d'Ali, qui aimèrent le garçon inconditionnellement. Depuis 1979, lors de la révolution iranienne, le peuple lutte pour que les choses changent dans le pays. Le problème, c'est que cette majorité n'arrive toujours pas à obtenir de changement, car elle se heurte à un groupe qui, bien que plus petit, est très puissant. Alors, s'il vous plaît, ayez de l'empathie pour le peuple iranien. Aujourd'hui, être homosexuel en Iran, c'est comme naître déjà destiné à la mort, et ce n'est pas une exagération. Il existe de nombreux cas d'Iraniens, membres de la communauté, qui ont déjà été exécutés simplement parce qu'ils étaient hangués. Et c'est pour cette raison que beaucoup de gens pensent que l'affaire d'Ali ne sera pas jugée parce qu'il a déjà été exécuté pour le crime d'être homosexuel. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous n'aiment pas les affaires non résolues, mais tout comme vous, les familles des victimes non plus. Et si ce n'est pas nous qui donnons une voix à ces affaires, elles risquent de tomber dans l'oubli. Ce qu'ils veulent, c'est la justice, et c'est aussi ce que nous espérons. Il est donc essentiel de raconter de telles histoires, car ces morts ne doivent pas être vaines. C'est une question de droits humains, du droit à la vie.